plutôt que de chercher à coloniser d'autres planètes, voyons comment on peut repenser la manière d'habiter notre planète et de voir comment on peut imaginer des modes de vie qui génèrent pas de déchets mais qui génèrent des ressources, que ce soit des modes de vie qui consomment peu d'eau, qui soient aussi accessibles financièrement, c'est-à-dire que ce soit pas réservé à une élite mais que ce soit vraiment pour tout le monde, que ce soit des modes de vie sains pour la santé et puis aussi qui donnent envie, que ça crée un nouvel imaginaire d'un futur qui soit sympa. En fait, quand on parlait, il y avait un effet sonore spécial parce que ça résonnait pas du tout, parce que tout l'isolant absorbait le son. Donc il y avait un côté un peu zen, avec l'eau qui coule du système de plantes et le bruit des grillons. Les gens qui rentraient visiter l'appartement, ils trouvaient que c'était vraiment une super expérience sensorielle. Et donc les grillons, ils ont participé plus à l'ambiance qu'à notre nutrition. C'est pour ça qu'on a voulu faire une expérience prospective, ou est-ce que j'appelle un concept car, c'est qu'il manque aujourd'hui une vision de différents scénarios du futur. Et on a assez facilement la vision d'un futur très high-tech, mais le futur hyper tech à la Elon Musk, avec des satellites partout, avec des voitures automatiques, etc., c'est un imaginaire d'un scénario du futur. Et nous, on voulait créer l'imaginaire d'un autre scénario du futur, parce qu'on pense qu'on est à une époque où il faut vraiment faire des choix stratégiques sur le progrès de l'humanité en général. Et donc, c'est un moment où on a besoin d'avoir face à nous, très concrètement, ces différents embranchements. Et on trouve qu'il manque justement des représentations, des imaginaires de ces différents scénarios de futur. Bienvenue sur La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous, bon épisode. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Corentin de Châtel-Perron. Corentin est un aventurier et un explorateur qui part à la recherche de modes de vie durables et solidaires. Ingénieur expert en low-tech, il parcourt le monde, souvent en autonomie sur un bateau, pour aller rencontrer celles et ceux qui développent des innovations permettant de répondre aux enjeux écologiques du XXIe siècle. Dans cet épisode, il nous parle de sa nouvelle expérience, concevoir le logement du futur pour vivre en 2040 avec uniquement des systèmes low-tech. Cet appartement du futur, il l'a partagé avec Caroline Pulse pendant 4 mois pour tester, étudier et développer les innovations qui nous permettront demain de réduire drastiquement notre impact sur la planète et de vivre en harmonie avec notre environnement. Ce projet, conçu comme un véritable écosystème en pleine ville, ils l'ont appelé la biosphère urbaine. C'est avec grand plaisir que je vous propose cette conversation avec Corentin, qui, vous allez le voir, ne manque pas d'idées ni d'enthousiasme pour trouver des solutions pour faire face aux défis à venir. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour Corentin. Ouais, salut Fix. Je suis très content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler ensemble de low-tech, et notamment de low-tech appliquée à l'habitat, puisque c'est un sujet qui d'abord te passionne depuis de nombreuses années, et aussi parce que tu viens de terminer une expérience que tu as appelée la biosphère urbaine, qui consiste à transformer un appartement qui est situé en région parisienne pour y vivre en utilisant un maximum de low-tech et d'innovation durable. Donc, je te propose qu'on parle de tout ça aujourd'hui ensemble, mais avant de détailler cette expérience, j'aimerais rembobiner un petit peu. Toi, d'où te vient ton intérêt pour les low-tech, pour l'innovation, pour le développement durable? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là chez toi, ou bien il y a eu un déclic, une prise de conscience, un point de bascule à un moment qui t'a mené sur ce chemin que tu empruntes aujourd'hui? Je pense que c'est arrivé pendant mon école d'ingénieur. J'ai fait une école qui s'appelle l'ICAM à Nantes. Et quand j'ai commencé à chercher des stages,
je me suis plutôt orienté vers des trucs écolos parce que j'avais envie de. Bah, je pense à cette époque, on commençait à parler un peu de réchauffement climatique, de biodiversité qui s'effondrait, etc., de ressources et tout. Et du coup, c'est un sujet qui m'intéressait. Et j'ai fait un stage dans les éoliennes dans le nord de la France. J'ai fait un stage en Inde sur deux types d'éoliennes, des éoliennes pas qui produisent de l'électricité mais qui pompent de l'eau dans le sol. Et c'était à Auroville, dans une ville où il y a plein d'initiatives écolo. Donc j'ai découvert un peu tout ce monde-là. J'ai découvert qu'on pouvait être ingénieur et pas forcément dans le high-tech, mais dans des solutions qui sont accessibles à tout le monde, qui sont écologiques, qui préservent les ressources, qui sont sobres en énergie et tout ça. Et ça m'a pas mal passionné parce que j'étais fan de MacGyver, de bricolage, de do it yourself, de faire avec les moyens du bord en fait. Et en fait, ça matche pas mal cet état d'esprit-là. Tout ce qui est low-tech, l'idée de faire un peu avec les ressources que tu as localement et de la manière la plus astucieuse possible. Ça m'a toujours passionné. Ok, bah c'est le programme qu'on va emprunter aujourd'hui. Bah justement, tu parlais de low-tech, peut-être juste avant de dérouler un peu plus, comme on va sans doute pas mal réutiliser ce mot low-tech et puis le mot biosphère aussi pendant la discussion. Est-ce que tu pourrais simplement en donner les définitions pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient pas forcément familières avec ces notions? Ouais, la version simple de la définition, c'est utile, accessible, durable. Utile, c'est dans le sens où ça répond à des besoins de base, mais bon, c'est déjà assez large, hein, parce que ça peut être pour produire de la nourriture, de l'eau, de l'énergie, recycler des déchets, mais même l'hygiène, la santé, la mobilité, la communication, tout ça. Et il y a le côté utile. Accessible à tout le monde, là, c'est dans l'idée qu'on peut les fabriquer ou au moins se les approprier, les réparer un peu partout dans le monde. Et ensuite, durable. Et le terme biosphère? Alors biosphère, j'ai trouvé ce nom-là. Enfin, j'ai eu l'idée d'utiliser ce nom-là qui existait déjà, hein. La biosphère, c'est l'ensemble de l'écosystème global de la Terre, mais c'est un mot qui a été utilisé par des agences spatiales pour créer des espèces de bulles d'écosystèmes pour voir comment on pourrait coloniser d'autres planètes. Et moi, mon idée, c'était après quelques années de recherche sur les low-tech, de voir comment on pouvait combiner des low-tech sous forme d'écosystèmes pour vivre de la manière la plus écologique possible, avec des ressources locales, etc. Donc j'ai utilisé ce mot-là qui avait été utilisé par des agences spatiales, parce que je trouvais ça marrant de se dire, plutôt que de chercher à coloniser d'autres planètes, voyons comment on peut repenser la manière d'habiter, nous, notre planète. Et donc j'ai utilisé le mot biosphère. Euh, voilà, il y a une expérience qui s'appelait Biosphère 2 notamment, qui a été assez connue à une époque, dans les années fin des années 80, je crois. Ok, très bien. Bah, du coup, on va parler de cette biosphère, alors pas celle dont tu parlais qui a été montée aux États-Unis, dans laquelle ils étudient les climats, etc. Mais la biosphère urbaine, et qui vient de se terminer, qui est une expérimentation que tu as menée avec Caroline Pulse. Et donc, c'est en lien avec les low-tech. Est-ce que tu pourrais simplement commencer par nous présenter ce projet et quel en est l'objectif? Ouais. Bah en fait, ça fait une dizaine d'années maintenant que je bosse dans les low-tech et j'ai commencé par plusieurs années à bord du bateau Nomade des mers, qui est un bateau laboratoire pour trouver des innovations low-tech un peu partout dans le monde. Donc on les a avec l'équipage, on a été rencontrer des gens qui inventaient des low-tech ou qui les utilisaient. On les a testés à bord du bateau, on les a documentés. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait sympa de combiner ces innovations entre elles, donc pour faire ce que j'appelle des biosphères. J'avais fait une première biosphère sur un radeau flottant au large de la Thaïlande, une deuxième avec Caroline dans le désert au Mexique. Et là, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait appliquer toutes ces inventions low-tech à un milieu urbain dense. Et en cherchant une zone urbaine dense, on s'est aperçu que la région parisienne, en fait, c'était une des zones les plus densément peuplées du monde. Et donc, on s'est décidé de s'installer dans un appartement en région parisienne et de voir comment on pourrait imaginer, se projeter dans le futur en 2040, dans 15 ans, et de voir comment on peut imaginer des modes de vie
grâce à l'utilisation des low-tech, soient des modes de vie qui matchent avec les limites planétaires, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, qu'on atteigne l'objectif de la neutralité carbone. C'est l'objectif des accords de Paris, là, de passer sous les 2 tonnes par personne et par an 2 tonnes équivalent carbone d'émissions par personne. Et que ce soit des modes de vie qui génèrent pas de déchets, mais qui génèrent des ressources, que ce soit des modes de vie qui consomment peu d'eau, qui soient aussi accessibles financièrement, c'est-à-dire que ce soit pas réservé à une élite, mais que ce soit vraiment pour tout le monde, que ce soit des modes de vie sains pour la santé, et puis aussi qui donnent envie, que ça crée un nouvel imaginaire d'un futur qui soit sympa. Et donc ça, c'est les objectifs. Et voilà, il y a 1 an, grâce à la mairie, à la ville de Boulogne-Billancourt, on a pu avoir un endroit et on a reçu les clés il y a 1 an et on a commencé à préparer tout le projet pour une expérience de 4 mois où on s'est plongé en 2040. Trop bien, c'est une super idée d'abord effectivement de s'intégrer dans un tissu urbain dense, donc en l'occurrence à côté de Paris, pour essayer de montrer que voilà, les low-tech c'est possible partout et pas uniquement pour quelques aventuriers qui seraient un peu isolés, et que voilà, c'est utile de pouvoir développer les low-tech à grande échelle et notamment du coup dans les villes, là où il y a le plus grand nombre de populations. On va détailler un peu tout ça. Du coup, vous avez axé votre travail sur plusieurs thématiques, que ce soit l'énergie, l'alimentation, l'eau et même certaines externalités positives au-delà de cette biosphère de l'appartement, avec des ressources extérieures qui vous aident pour faire fonctionner tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être les différentes thématiques? Et après, on rentrera dans le détail de certaines innovations, notamment celles qui sont vraiment en lien avec l'habitat, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Alors c'est toujours difficile de résumer le projet parce qu'en fait, et c'est ce qui était intéressant, c'est vraiment systémique. C'est-à-dire, on n'a pas étudié l'eau, puis l'énergie, puis la nourriture ou les déchets. Tout est lié en fait dans cette histoire-là. On a vraiment repensé le mode de vie global. Et donc, on s'est entouré de plein d'experts de plein de domaines différents. Et chacun était spécialisé dans sa partie, mais il a fallu qu'on joue un peu les chefs d'orchestre à avancer de manière itérative en se disant ok, ben tel truc va consommer tant d'énergie, va générer tel déchet, puis ces déchets pourraient être utilisés comme ressources pour tel autre truc, etc. Donc on a vraiment comme si fait qu'on l'a constitué, je veux dire un écosystème. C'est ça le principe de l'écosystème, c'est que les déchets d'un système servent aux ressources d'un autre, etc. Et on s'est dit, on est en ville, comme tu le disais, l'intérêt de la ville, enfin c'est une zone à forte densité de population. Il y a plus d'1 humain sur 2 maintenant qui vit en ville. C'est un chiffre qui augmente. On estime que d'ici 2050, il y a plus de 70% de la population mondiale qui habitera en ville. Je crois qu'en France, c'est déjà 80%, quelque chose comme ça. Et on s'est dit, bah, ok, c'est une contrainte sur certains côtés, mais c'est aussi une opportunité. On va pouvoir se diviser le travail et créer un réseau aussi d'humains. Donc, on a à la fois aménagé l'appartement avec plein de low-tech, on a vraiment repensé tous les systèmes de l'appartement, et à la fois, on a créé un espèce de tissu, un réseau de gens qui ont participé à l'expérience. Pour te donner un exemple, les déchets organiques, on a décidé de les transformés grâce à des larves de mouches soldats noirs, parce que c'est un peu comme le lombricompost si tu connais, mais en plus efficace. C'est des larves de mouches qui transforment les déchets organiques, toilettes sèches et déchets de cuisine. Et donc tu mets des bébés larves dans ces déchets, elles les manges et après ces larves tu peux les donner à manger à des poules et puis ce qu'elles ont créé comme substrat, tu peux l'utiliser comme engrais pour des plantes ou alors pour faire pousser des champignons. Et soit tu élèves tes larves et quand elles sont grandes, elles se transforment en mouches et puis tu gères toi-même la reproduction, donc elles pondent des œufs, etc. Mais ça demande tous les jours un peu de travail, c'est pas énorme, mais un petit peu. Ce qu'on faisait dans le désert pendant notre expérience précédente. Mais on s'est dit, en ville, tu pourras avoir un éleveur de mouches qui fournit en bébé larves plein de foyers différents.
Et donc, on a trouvé à Boulogne-Billancourt 2 personnes motivées pour élever des mouches. Euh, ce qu'il n'y avait pas avant, hein, d'éleveurs de mouches à Boulogne. Et donc, on a créé une mini filière d'élevage de mouches soldats noirs. Donc, toutes les 2 semaines, ces 2 personnes, Thomas et Solène, nous donnaient des bébés larves. Elles grandissaient pendant 2 semaines dans notre compost, dans nos déchets organiques, et au bout de 2 semaines, on rendait peut-être 10% des larves à Thomas et Solène pour qu'ils puissent avoir à nouveau des mouches, et 90% des larves, on les donnait aux poules d'une ferme partenaire. Et donc comme ça, sur différents sujets, on a créé des espèces de filières et on s'est retrouvé à collaborer avec une quinzaine de personnes et d'organisations à Boulogne pour de la culture de champignons, pour des plantes, pour une épicerie participative, etc. Et donc il y avait un vrai côté social, en plus du côté très technique. Là, tu parlais quelque part de la filière alimentation, qui est un point de dépenses énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre qui est important. Un autre point de consommation, c'est bien sûr les matériaux de construction aussi, et les dépenses énergétiques pour se chauffer, pour l'électricité en général dans un logement. Si on part de la préparation du projet, où vous avez commencé par réfléchir à justement les déperditions énergétiques peut-être, et puis les systèmes énergétiques que vous avez mis en place dans le projet, qu'est-ce que vous avez trouvé comme innovation et dispositif low-tech? Déjà, on s'est rendu compte du fait que en région parisienne, tu as beaucoup de vieux bâtiments qui datent d'avant les années 70. Et en fait, avant, je crois, 1974, tu n'avais pas de réglementation sur l'isolation des bâtiments. Et donc, ça veut dire que la plupart des bâtiments en région parisienne, c'est des passoires thermiques. Et ça, c'est vraiment naze parce que en hiver, tu as besoin de les chauffer à fond. Et en été, tu as besoin de les climatiser. Et ça, c'est l'un des principaux postes de dépenses énergétiques. Donc, c'est vrai que le premier truc qu'on a fait, surtout qu'on est arrivé il y a 1 an dans cet immeuble-là, qui était un immeuble vide, donc en plein hiver, donc rien n'était chauffé dans l'immeuble, donc on se les caillait. Et on a commencé par isoler. Parce que, a priori, dans un volume qui est assez petit, on a choisi un appartement de 28 mètres carrés pour le côté accessibilité financière, et puis il y a aussi plein d'avantages, on s'en est rendu compte après, c'est que ça simplifie pas mal justement ces problèmes de chauffage, etc., d'avoir un petit volume. Dans un petit volume de 28 mètres carrés, bien isolé, comme on a isolé, on est passé à 26 mètres carrés, parce que on a fait une isolation par l'intérieur. Donc 26 mètres carrés, en fait, ça se chauffe très vite. T'as pas besoin de beaucoup de chauffage et même sans chauffage, si tu mets une isolation suffisamment importante, t'arrives du coup à aucune dépense énergétique sur l'année. Tu peux préciser les matériaux que tu as utilisés pour l'isolation? Ouais, on a tout couvert avec de la laine de chanvre. En fait, on a pas mal étudié la qualité de l'air et autant c'était pas nécessaire quand on faisait l'expérience au Mexique ou encore moins à l'air libre en Thaïlande. Mais quand tu habites dans une boîte, dans une ville, et ben la qualité de l'air est hyper importante parce que on s'en rend pas vraiment compte puisque l'air c'est transparent et puis il y a peu d'odeur ou d'indication. Mais en fait, dès que tu rentres dans une pièce, t'as le taux d'humidité qui augmente, tu consommes de l'oxygène, tu émets des CO2, et en fait, avec toi, tu trimbales aussi tout un tas de particules fines, de COV, des composants organiques volatiles, etc. Et en fait, on a installé plein de capteurs, parce qu'on a travaillé pas mal avec l'Agence spatiale française, le CNES, qui nous a prêté plein de capteurs, et on a vraiment pu étudier sérieusement la qualité de l'air, et on s'est rendu compte qu'il fallait mieux... qu'il y avait un gros challenge là-dessus. À l'extérieur, dans la ville, tu as beaucoup de polluants liés à l'utilisation des voitures, mais à l'intérieur, en fait, dès que tu utilises des cols, je sais pas, des diluants, des peintures, etc., t'as des polluants qui viennent de ton appartement. Et comme en ville, on passe entre 80 et 90% de notre temps en intérieur, et ben en fait c'est la principale menace, c'est pas finalement l'air qui est à l'extérieur. Et donc on a décidé d'utiliser
quasiment exclusivement, même si c'est pas à 100%, des matériaux biosourcés. D'où la recherche d'un isolant qui était écolo et biosourcé pour pas émettre des polluants. Et donc on est arrivé à la laine de chanvre. Après il y en a d'autres, hein, il y a la laine de bois, etc. Mais la laine de chanvre c'est assez efficace, autant en hiver pour lutter contre le froid qu'en été pour lutter contre le chaud. Et donc dans l'appartement, on a créé toute une structure avec des tasseaux de bois, comme pas un exosquelette, mais je sais pas comment on dit, mais interne, intrasquelette. Et on a calé entre ce squelette et le mur tous nos blocs de laine de chanvre. Et ensuite, on a recouvert avec du tissu. Je fais une parenthèse pour les personnes pour lesquelles la qualité de l'air, ça les intéresse. J'ai fait un épisode sur le podcast avec Sophie Frein, vous le retrouverez dans la liste, qui est conseillère médicale en environnement intérieur et qui justement parle de tous ces polluants intérieurs que l'on émet ou que l'on apporte à l'intérieur de nos logements. Il y a aussi les produits d'entretien, de ménage, etc., qui sont souvent très, très nocifs. Et elle rappelait que, effectivement, les études de l'ADEME, notamment, montraient que l'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur et que ça génère 20 000 décès par an liés à la pollution de l'air intérieur. Donc, c'est vraiment énorme. C'est un sujet de santé publique. Donc, c'est tout à fait pertinent que vous l'ayez également étudié dans le cadre de votre expérimentation. On a plein d'idées fausses en fait. Par exemple, quelquefois on a l'impression que quand ça sent bon, c'est qu'il n'y a pas de polluants. C'est pour ça qu'il y a plein de produits ménagers qui sentent des odeurs de fleurs, etc. Et en fait, non, on a aussi des experts qui nous ont accompagnés. Ils disaient, bah non, quand c'est propre, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, quoi. Sur l'aspect énergétique, enfin système énergétique, tu disais que donc du coup la première étape c'était d'isoler le logement pour réduire tes besoins finalement énergétiques, tes besoins de chauffage, mais aussi tu as des besoins en production d'eau chaude, tu as des besoins en production d'électricité. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Eh ben, en fait, on a dû tout repenser côté consommation d'énergie électrique dans l'appartement. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais dans un appartement, c'est des boutons et des prises électriques qui sont toutes pareilles, mais en fait, d'un appareil à l'autre, c'est très différent à la consommation. Par exemple, pour tout ce qui est chauffer l'eau, eh ben ça prend beaucoup d'énergie. Donc, un ballon d'eau chaude, c'est un des principaux trucs. Ou pour faire du froid, le frigo, c'est aussi un gros poste de consommation d'énergie. Et donc, on a tout repensé. On voulait réduire chaque poste de consommation. Donc, par exemple, le ballon d'eau chaude, on a fait un ballon, au lieu d'un ballon de 100 litres, on a fait un ballon de 2 litres qui est hyper bien isolé. C'est-à-dire que quand tu prends ta douche, tu commences par de l'eau chaude et puis petit à petit, c'est de l'eau froide qui rentre dans le ballon de 2 litres. Donc petit à petit, en fait, l'eau se rafraîchit au fur et à mesure de ta douche, mais ce qui est bon pour la santé. Et on a aussi 2 litres, c'est pas énorme. On a mis des espèces de bus de brumisation pour que tu te douches dans une douche brumisante qui consomme 10 fois moins d'eau qu'une douche classique, même 15 ou 20 fois moins d'eau, suivant comment tu l'utilises. Pour le frigo, on a choisi un frigo d'une 20aine de litres, donc ça fait un tout petit frigo. Et on a fait le principe du garde-manger, où en fait, chaque aliment est conservé dans une ambiance de conservation adaptée à cet aliment, qui n'est pas forcément le froid. Pour le système de cuisson, on a bossé avec une école d'ingénieurs pour repenser une espèce de cocotte minute hyper bien isolée, etc., etc. Donc, on a bossé sur chaque appareil pour voir comment il pourrait consommer moins d'énergie. Et on avait aussi l'ambition de s'alimenter juste avec des panneaux solaires. Donc, on avait 4 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit, reliés à une batterie, qu'on voulait la plus faible possible, parce qu'en gros, le truc avec les panneaux solaires, c'est que c'est en pleine journée que tu as du soleil et donc de l'énergie qui arrive, mais la nuit, tu n'as plus rien. Et du coup, on a voulu voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser au mieux l'énergie quand il y en avait, et voir comment la stocker pour les moments où il n'y a pas de soleil. Et donc, on est arrivé à un truc où on a un peu automatisé des systèmes. Par exemple, le ballon d'eau chaude, il faut mieux le chauffer du coup en pleine journée. Parce que quand ta batterie est pleine, tu as stocké toute ton énergie, toute ta capacité d'énergie électrique. Et ben ensuite, tu peux stocker sous forme de chaud ou de froid.
Par exemple, en chauffant ton ballon d'eau chaude, tu vas stocker l'énergie sous forme d'eau chaude. Comme c'est hyper bien isolé, tu pourras prendre ta douche, même si elle chauffe, le ballon chauffe dans l'après-midi, tu pourras prendre ta douche le soir ou le lendemain matin, l'eau sera encore chaude. Ou stocké sous forme de froid, c'est-à-dire que ton frigo, il va s'allumer juste quand la batterie est pleine, etc. Donc, on a réfléchi comme ça à comment consommer le moins d'énergie possible et comment consommer au meilleur moment possible cette énergie et comment la stocker de la manière la plus astucieuse possible, quoi. Et on voit que d'abord, la priorité, c'est de réfléchir à bien isoler pour diminuer les besoins intrinsèques du système, que ce soit le ballon d'eau chaude, que ce soit le frigo, ou que ce soit la maison en elle-même ou l'appartement, pour après seulement venir ajouter de l'énergie par des systèmes si besoin, quoi. Et que cette énergie soit Ouais. la plus faible possible. C'est surtout là qu'on peut gagner beaucoup de résilience, de sobriété dans les actions, quoi. Ouais. Et même en amont de ça, la démarche low-tech, c'est de voir vraiment analyser tes besoins et voir vraiment ce dont tu as besoin. Et ensuite, tu regardes comment est-ce que des technologies peuvent répondre à ces besoins-là. Mais il y a un vrai travail sur qu'est-ce que tu as besoin ou pas. Et ça, c'est super intéressant de se questionner sur ses besoins. Et sur ces besoins, est-ce que vous avez un protocole comme ça ou des conseils pour que les personnes justement puissent se questionner là-dessus, simplement, enfin au-delà de se dire c'est quoi mes besoins, parce que quand on l'aborde comme ça, on peut se dire bon bah oui, l'objectif en gros c'est que je les diminue et du coup mon expérience de vie elle soit amoindrie. Donc ça c'est pas forcément désirable, ça donne pas forcément envie. Comment toi tu t'arrives à emmener les gens à se re-questionner sur leurs besoins pour les embarquer dans une meilleure sobriété? Et ben, pour moi, le meilleur exemple de questionnement sur les besoins, c'était sur la nutrition. Et sur la nutrition, en fait, pour savoir quels sont tes besoins, tu peux te renseigner sur les besoins physiques de ton corps, en fait. Qu'est-ce que tu as besoin comme glucides, lipides, protéines, quelles vitamines, quels minéraux, etc. Donc, on a vachement bossé avec un nutritionniste. On a lu des bouquins et tout ça. Et on a pu comprendre, du coup, quels étaient les besoins du corps humain pour être en pleine santé. Et en fonction de ça, on a pu se dire, OK, il faut qu'on mange de tel truc, tel truc, tel truc. Et en fonction de ça, du coup, on a décidé, par exemple, qu'il y ait une partie de notre nourriture qui soit cultivée ou qui vienne de l'appartement. Donc, on avait des champignons, des plantes, un élevage de grillons. Une partie qui vienne de la ferme. Et on a décidé pour pas que ça coûte très cher et qu'on ait beaucoup de fruits et légumes, de bosser une demi-journée par semaine dans une ferme. Et troisième truc, c'était des épiceries, dont une épicerie participative dans laquelle on bossait 2 heures par mois et on avait en retour du coup je sais pas, des céréales, des légumineuses, huiles, etc. Et bref, cette histoire de comment est-ce qu'on a trouvé, comment est-ce qu'on, enfin, notre alimentation, c'est vraiment en partant des besoins nutritifs, enfin, le plan nutritionnel, et ensuite en regardant ce qui était à notre disposition et que ça matche avec tous les critères, que ce soit zéro déchet, local, de saison, bio, pas cher. Et bref, pour ça, il fallait faire ça pour tout, pour étudier ses besoins vraiment pour chaque domaine de la vie courante. Ouais, donc c'est une démarche d'économie et pour éviter le gaspillage finalement, parce que quand on parle de la nutrition, tu le disais, si on connaît pas bien ses besoins, on peut être amené à consommer trop de calories ou trop de certains nutriments et d'une certaine manière, même si on les ingère, c'est une sorte de gaspillage aussi parce que on n'en a pas forcément physiologiquement besoin, quoi. Ouais, et puis c'est pas instinctif parce que si tu te demandes à toi-même ce que tu as envie de manger, tu auras envie de manger, je sais pas, du gâteau au chocolat, des chips, des frites, des trucs qui en fait sont pas forcément des bonnes idées. Et c'est hyper culturel en fait. Il y a plein de besoins auxquels on répond d'une mauvaise manière parce que culturellement, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est je veux dire, c'est nécessaire d'avoir des connaissances quelquefois pour savoir, pour connaître ses besoins.
et de repenser un peu, prendre un peu de recul et repenser un petit peu nos manières de faire pour répondre de la meilleure manière possible à ses besoins. Et quelquefois, il faut une phase d'adaptation. Si par exemple, si on reprend le sujet de l'alimentation, si tu as toujours aimé manger des trucs frits à la poêle, et ben en fait, tu te rends compte en étudiant un peu la nutrition et tes besoins que c'est pas très bon pour la santé de frire des trucs, mais il va te falloir peut-être des semaines ou même des mois avant d'oublier que le meilleur truc du monde, c'est les trucs frits et que manger des trucs à la vapeur, c'est vachement meilleur pour la santé. Mais les premières semaines, tu vas trouver ça peut-être fade, etc. Mais il faut franchir cet obstacle-là, prendre une nouvelle habitude, et après, ça devient complètement naturel et tu peux trouver des trucs délicieux que avant tu n'aimais pas du tout. Mais bref, il y a nous, on l'a bien senti sur certains sujets, surtout l'alimentation pendant l'expérience. Quelquefois, les premières semaines, le temps de se mettre à une nouvelle habitude, c'est pas toujours facile. Hmm. Sur le sujet de l'alimentation et de la cuisine, est-ce que tu peux décrire un petit peu les différentes innovations, enfin les différents systèmes low-tech que vous avez mis en place? Tu parlais du garde-manger, je crois savoir qu'il y avait aussi ce qu'on appelle le frigo du désert, ce type de système. Est-ce que tu peux les décrire? Eh ben, ouais, alors le garde-manger, c'est un système où tu ranges dans différents tiroirs les aliments. Donc, par exemple, les pommes, elles produisent de l'éthylène. Donc, si tu les mets dans un tiroir fermé, elles vont produire cette éthylène et ça va faire mûrir les autres fruits, voire même pourrir les autres fruits. Donc, c'est ce genre de trucs qui font que tu vas, en fonction des fruits et légumes, les mettre dans différents endroits. Et par exemple, tout ce qui est tubercules, les patates, l'ail, les oignons et tout ça, tu vas les mettre dans un tiroir qui est sombre, sec, alors que je sais pas, les pommes, les trucs comme ça, tu vas les mettre dans un endroit qui est bien aéré et avec un peu de lumière. Et en fait, quand tu fais ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose que tu as besoin de garder dans ton frigo, surtout quand tu as un régime végétarien. Sur la nourriture, ben, un des gros trucs dans l'appartement, c'est que on cultivait pas mal de plantes. Donc, on avait une espèce de grande table de culture en bioponie, on appelle ça. C'est un système d'hydroponie, donc de culture hors sol. Les plantes, elles poussent dans un bassin de 300 litres d'eau avec une pompe qui fait circuler l'eau en circuit fermé et passer l'eau dans un biofiltre. C'est des bactéries en fait qui transforment des déchets organiques en nutriments assimilables par les plantes. Donc cette eau, elle circule. Il faut imaginer comme une petite rivière dans l'appartement. Et alors là, tu as des petits pots avec les plantes dans chaque pot et dont les racines des plantes baignent dans l'eau. Et donc les racines puisent les nutriments dans l'eau et grandissent. Et donc on avait comme ça plusieurs mètres carrés de culture à la fenêtre, aux fenêtres de l'appartement. Et cette eau-là, on a fait analyser en fait les différents sous-produits organiques qu'on générait dans notre mode de vie par un laboratoire spécialisé. Et on a vu qu'on pouvait utiliser l'eau de douche dans ce bassin-là. Donc les bactéries transformaient l'eau de douche et un mélange avec de l'urine en nutriments qui permettaient de ne pas avoir à rajouter d'engrais. C'est ça qui faisait la nourriture pour les plantes. Et ce qui permettait d'économiser de l'eau, parce que du coup, toute l'eau de la douche, on n'avait pas d'évacuation vers les eaux usées, ça partait vers ce système de plantation. Donc ça, c'était une de nos sources d'alimentation. En plus, c'était sympa parce que on mangeait sur la table de bioponie, c'est-à-dire que tu as ton assiette et puis tu peux directement mettre du basilic, de l'amande, de la coriandre, des trucs hyper frais. Et pour reprendre une des premières questions, c'est ouais, on n'a pas vu thématique par thématique, mais chaque système répondait à plusieurs enjeux différents. Et là, notamment, si je prends l'exemple de la douche, elle économisait de l'énergie parce qu'il y avait un petit ballon d'eau chaude. Elle économisait de l'eau parce que c'était des brumisateurs. Dans la douche, il y avait aussi une culture de champignons qui profitait de l'humidité de la douche. Et puis l'eau partait dans ce biofiltre pour être ensuite bouffée par les plantes qu'on mangeait. Et donc, tu vois que un seul système, ça répond à des problèmes
d'énergie, d'eau, d'alimentation, de recyclage des déchets. Et tout est un peu comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des systèmes concernant... Alors sur la production d'énergie, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais vous avez installé aussi des panneaux solaires, il me semble, en toiture, pour alimenter les pompes, les circulateurs, les choses comme ça. Et puis, vous avez aussi créé une petite salle de sport, de gym, qui permet à la fois de faire son sport, bien sûr, mais aussi, tu vas le raconter, toujours avec cette idée d'avoir un écosystème et puis d'avoir des externalités comme ça positives qui viennent alimenter d'autres postes, de faire son linge, de cuisiner. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, on a décidé de créer un fitness club, mais avec des machines de fitness utiles. On s'est dit que dans l'immeuble du futur, ce serait sympa de mutualiser des équipements entre les habitants de l'immeuble, notamment la machine à laver. Et donc, on a imaginé une pièce commune avec différentes machines qui ont différentes fonctions. Il y avait une machine, un rameur qui actionnait une machine à laver. Donc, en gros, tu mets tes fringues avec de l'eau savonneuse dans la machine. Tu actionnes le rameur, ça fait tourner le tambour donc pendant 10 minutes. Ensuite, tu vidanges. Ensuite, tu mets de l'eau propre. Tu rinces pendant 10 minutes. Et ensuite, tu vidanges à nouveau et tu rames pour essorer pendant 5 minutes. Et en gros, avec les pauses, ça te fait en une quarantaine de minutes, tu as fait ta lessive et t'as fait du sport. Et c'est assez sympa, on a fait d'autres machines comme ça, des machines qui produisent de l'électricité, une machine qui fait pétrisseuse de pâte à pain, une machine, tu pédales et ça fait chauffer une poêle pour faire des œufs au plat ou des choses comme ça. Enfin voilà, on a fait différentes machines et c'était assez marrant. Et, et ça plaît pas mal, on a fait tester ces machines à pas mal de gens. Même les enfants sont hyper fans du truc. Donc on a enfin trouvé un moyen de faire bosser des enfants gratuitement. C'est le Graal. Ok. Tu parlais tout à l'heure des champignons aussi. Une des externalités que j'ai vues, c'était que ça pouvait être réutilisé pour créer un isolant. Ouais, c'est Caroline qui est pas mal spécialisée là-dedans. C'était son premier boulot. En fait, les champignons, ça pousse sur un substrat. Enfin, par exemple, les pleurotes, ça pousse bien sur de la paille ou de la sciure de bois. Donc en fait, le principe, c'est que tu inocules du mycélium, c'est la partie racinaire du champignon, dans de la sciure de bois ou de la paille. T'attends 3 semaines, le mycélium il envahit, il commence à tout bouffer, et ensuite t'as les champignons qui poussent. Tu peux récolter les champignons, et après le substrat qui reste, une fois qu'il y a eu plusieurs récoltes, eh ben il va plus donner de champignons. Mais par contre, le mycélium il a créé un espèce de réseau de filaments à l'intérieur de la paille, et du coup ça, si tu le déshydrates, ça te fait un matériau qui est alors, suivant le substrat, si c'est de la paille très légère ou si c'est de la sciure de bois lourde, qui a plusieurs propriétés différentes, qui peut avoir plusieurs propriétés différentes. Si tu utilises par exemple du Ganoderma, c'est un autre type de champignon, c'est les champignons un peu durs que tu trouves en forme de disque, là, avec une paille assez légère, ça te donne un matériau qui est à la fois résistant et à la fois léger, que tu peux utiliser du coup pour du packaging pour remplacer le polystyrène ou alors comme isolant. Alors que tu as d'autres substrats où ça va te donner un truc qui ressemble plus au bois, etc. Et sur ce principe-là, en fait, c'est ce que faisait Caroline. Elle mettait du substrat et du mycélium dans des moules de la forme d'objets. Elle a fait par exemple des luminaires, comme des abat-jours. T'attends que le mycélium se développe, tu déshydrates et hop, tu sors une pièce du coup qui est en champignon, mais de la forme que tu veux. C'est une imprimante 3D organique, quoi, naturelle. Ouais, c'est ça. Excellent. Et ça, il y a plein d'applications possibles et il y a plein de boîtes qui se lancent là-dessus et un vrai potentiel. Sur les champignons, c'est assez peu connu, mais il y a plein d'applications géniales grâce au monde des champignons. Et alors, ça concerne pas l'habitat directement, mais
Je vais quand même te demander d'en parler. Vous avez aussi élevé après avoir fait travailler les enfants, vous avez élevé des grillons sur place. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben ouais, ça, alors, c'est un des trucs où on sent que culturellement, c'est pas encore, les Français sont pas encore prêts. Mais pendant notre tour du monde en bateau, la recherche des low-tech, on s'est rendu compte que vraiment, manger des insectes, c'est un truc très commun en fait. Il y a 2 milliards de personnes qui mangent régulièrement des insectes. Ça peut être des grillons, des vers de farine, des blattes, des sauterelles, des chenilles. Enfin, il y a plein de types d'insectes qui se mangent. Nous, on a choisi d'élever des grillons. En fait, l'avantage de manger des insectes, c'est que ça apporte pas mal de choses côté protéines, vitamines, minéraux. Et ça a un impact écologique faible parce que ça consomme très peu de ressources en fait pour grandir. Et nous, on a choisi les grillons parce que c'est assez facile à élever, ça demande pas beaucoup de temps, c'est assez bon à manger. Et moi, j'avais étudié l'élevage de grillons en Thaïlande. Et donc, on a créé une petite filière d'élevage de grillons à Boulogne. Il y a 2 familles, Alison et Sandra, qui s'occupait de toute la phase entre l'incubation des œufs, l'éclosion et les 4 premières semaines de vie des grillons. Et ensuite, nous, on récupérait des grillons adolescents, entre guillemets, et on les élevait jusqu'à ce qu'ils chantent. Quand ils chantent, c'est qu'ils sont adultes, ils sont capables de se reproduire, donc ils pondent à nouveau des œufs, et là, on peut les manger et donner les œufs aux éleveurs pour recommencer un cycle. Et ça a pas mal marché. On n'en a pas mangé énormément parce qu'on s'est pas mal attaché à nos grillons et donc on n'avait pas trop envie de les manger. Mais ceci dit, c'est très bon et nutritivement et au goût. Enfin, ça dépend pas mal des épices qu'on met, il faut bien les cuisiner. Et surtout, on les a adorés parce que ça met une super ambiance, parce que entre l'isolant qui vraiment feutrait le son, ça faisait vraiment en fait, quand on parlait, il y avait un effet sonore spécial parce que ça résonnait pas du tout, parce que tout l'isolant absorbait le son. Donc il y avait un côté un peu zen avec l'eau qui coule du système de plantes et le bruit des grillons. Les gens qui rentraient visiter l'appartement, ils trouvaient que c'était vraiment une super expérience sensorielle. Et donc les grillons, ils ont participé plus à l'ambiance qu'à notre nutrition. Et c'est important de convertir par justement l'expérience sensible et sensorielle, donc c'est chouette aussi. On l'a pas évoqué tout à l'heure, mais vous avez quand même eu besoin de vous chauffer un peu en complément de l'isolation. C'était quoi le mode de chauffage? Et ben en fait, on a testé des techniques de slow heat, HEAT. Ça, c'est pas mal des Belges qui ont bossé sur ce principe-là. C'est l'idée de chauffer les corps plutôt que l'espace. Et donc, tu as des systèmes, par exemple, une couverture chauffante que tu mets sur ton lit, sur ton matelas. Une demi-heure avant d'aller te coucher, tu la branches. Ça chauffe, c'est quelques dizaines de watts. Et ensuite, quand tu rentres dans ton lit, il est bien chaud et donc t'as pas le moment froid à réchauffer ton lit si la pièce est pas assez chaude. Et ils ont, par exemple, c'est des gens qui utilisent pas mal, je sais pas, des sièges avec, pareil, un principe où ça te chauffe le dos, ou alors même un tapis de souris chauffant, etc. En gros, ils, ils chauffent vraiment localement l'endroit où tu es, l'endroit que tu as besoin de chauffer, et pas tout le volume. Ou par exemple, en mettant un rideau dans une pièce, un endroit stratégique, ça garde vraiment la chaleur à un endroit, etc. Donc ça, au final, on s'en est pas beaucoup servi parce que l'expérience, elle a eu lieu du 15 juillet au 15 novembre. Et même à la fin, il a même neigé à l'extérieur. Et en fait, il faisait quand même relativement bon dans l'appartement. Donc, on n'a pas eu trop besoin d'avoir recours à ces systèmes-là. Ok, intéressant. Un des points aussi crucial dans l'habitat pour assurer le confort à la fois de l'occupant, mais aussi la pérennité du bâti, c'est le renouvellement d'air, c'est la ventilation. Est-ce que sur ce point, vous avez mis en place quelque chose de particulier? Ouais, on a fait bosser des étudiants là-dessus. C'est l'ICAM Paris qui a bossé là-dessus. Ils ont fait un jumeau numérique de l'appartement pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait
ventiler de la manière la plus astucieuse possible. En gros, on cherche, surtout en plein hiver ou en cas de canicule, à ventiler le moins possible, à faire venir le moins d'air possible de l'extérieur, parce qu'en plein hiver, tu fais rentrer de l'air très froid, et du coup, ça te refroidit à l'intérieur, et en pleine canicule, c'est de l'air très chaud. Et du coup, dans ces situations-là, il fallait voir comment ventiler au minimum. Et donc, on a regardé, par exemple, tu vois, d'où devait venir l'air quand on fait rentrer l'air. Donc, on a vu que dans la cage d'escalier, c'est là que l'air était un peu préchauffé en hiver et puis un peu plus froid aussi en été, parce que ça fait un peu comme les puits canadiens, tu vois, l'air a eu le temps d'échanger un peu, enfin bref, profiter de l'inertie thermique du bâtiment. Et on a mis des capteurs de température et d'humidité, et on a relié ça à ce qu'on appelle le cerveau. C'est tout le système qui gérait l'électricité en fait, donc qui était relié au panneau solaire, relié à la batterie et relié à tous les appareils de l'appartement, dont les ventilateurs qui géraient la ventilation. Et donc ce cerveau, on l'a programmé pour que il puisse ventiler que quand c'était vraiment nécessaire. Il pouvait comparer la température à l'intérieur et à l'extérieur, le taux d'humidité, et décider comme ça de à quel moment il fallait le ventiler. Et il ventilait en faisant une extraction d'air dans la douche, les toilettes et la hotte de cuisine, qui sont les trois endroits où tu as intérêt à retirer l'air, parce que c'est là où il y a le plus de COV, par exemple, avec la cuisine, ou d'humidité avec la douche, ou d'odeur avec les toilettes. Et donc, grâce à ce système-là, c'était une. Ça peut paraître assez high-tech parce qu'au final, on utilise des capteurs et un truc vraiment de domotique, quoi, assez poussé. Mais au final, c'est ce qui permet d'économiser énormément d'énergie. Après, couplé à ça, il y avait, bon, c'est plus sur enfin, c'est lié quand même, mais c'est plus sur la régulation thermique, mais ces étudiants, ils ont découvert que le système de plantation en bioponie, comme il y a 300 litres d'eau qui circulent, ça fait un peu l'effet d'un échangeur thermique. Et le cerveau, en plein été, quand il y a beaucoup de soleil, il a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie dans la batterie, donc il va automatiquement faire circuler plus souvent l'eau dans le bac des plantes. La pompe, elle sera allumée à une fréquence plus haute. Et ça, du coup, ça rafraîchit plus l'air parce que ça circule plus vite. Alors qu'en hiver, ou quand il n'y a pas beaucoup de batterie, le cerveau, il allume moins cette pompe et du coup, il y a moins d'échanges thermiques avec l'air. Sinon, il fallait pas mal gérer avec les stores, qui sont un principe un peu de base, mais quand même, quand on les utilise bien, ça change tout. C'est-à-dire que quand il y a du soleil en plein été, bah, faut mieux baisser les stores. En plein hiver, c'est l'inverse, c'est la nuit qu'il faut mieux baisser les stores pour pas qu'il y ait d'échanges thermiques par les fenêtres, etc. Donc avec tous ces trucs-là, on a réussi à avoir une qualité d'air et un confort thermique et hygrométrique qui était pas trop mal. Ouais, c'est intéressant, on voit qu'il faut vraiment regarder à 360 degrés pour comprendre comment ça fonctionne. On dit souvent que un bâtiment, une maison, c'est comparable à un organisme vivant parce qu'il a des échanges avec l'extérieur, que ce soit le soleil, la température, l'air, le vent, etc., l'humidité, et que tous ces paramètres soient à prendre en compte pour pour que ça fonctionne correctement. L'air neuf que tu faisais rentrer dans l'appartement, il venait du coup de la cage d'escalier parce qu'il était préchauffé, c'est ça? Vous le preniez dans la cage d'escalier? C'est ça. Ça Ok. partait de la cage d'escalier, ça traversait la chambre, ça traversait l'appartement et ça sortait via ouais, la douche, la hotte de cuisine et les toilettes. Donc c'est une sorte de double flux low-tech. Du coup, on utilise la cage d'escalier plutôt qu'un récupérateur de chaleur dans une machine, dans une centrale d'air. Ok. Ouais, mais peut-être que ça aurait été mieux d'utiliser une VMC double flux. Ça, je sais pas, on l'a pas testé, mais je me rends pas bien compte. Ouais, bah après ça se calcule avec des histoires de rendement. Ça dépend quelle température il faisait dans l'espace tampon de l'escalier. Mais les doubles flux, elles ont un rendement de 80-90%, donc c'est quand même assez élevé. Donc ça permet d'avoir vraiment une réduction de perte de chaleur très très importante, quoi.
Sur le photovoltaïque, je sais plus si tu l'as évoqué, quelle surface de capteur vous aviez en toiture? Ouais, 4 mètres carrés, ça faisait 800 watts crête. Et je pense que si on avait fait l'expérience en hiver, il aurait fallu rajouter 2 mètres carrés. Passer de 4 à 6 mètres carrés, je pense, ça aurait été plus adapté parce qu'on sentait là, il a fait vraiment très mauvais en plus. Depuis septembre, avec des jours consécutifs de mauvais temps, là, on sentait que c'était limite si on voulait vraiment Mm. cuisiner tranquillement et tout ça. On comptait pas mal sur un truc qui a pas bien marché, c'est le méthaniseur. Dans le jardin en bas, on avait un méthaniseur et qu'on appelait Albert. Et Albert, il a bien marché en juillet-août. Donc on mettait des déchets organiques dedans, il produisait du gaz de cuisine. Et ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt fait pour des endroits où il fait plus chaud. À partir de septembre, il faisait pas assez chaud et du coup, ça produisait plus de gaz. Et du coup, toute notre cuisine, toutes nos cuissons étaient avec cette cocotte électrique qui était très efficace, mais du coup, on consommait plus que, enfin, je veux dire, on n'avait pas du gaz en complément, quoi. Ok, ouais, donc ça, c'est les apprentissages, et notamment tu évoquais ce méthaniseur qui n'a pas fonctionné comme souhaité. C'est quoi les premiers enseignements justement de l'expérience? Et notamment, j'aimerais que tu développes sur, ben, comment est-ce que maintenant on passe à une échelle, enfin, on passe du stade de l'expérimentation, de l'aventure un petit peu à une échelle plus grande ou un public plus large, peut-être moins averti, moins éduqué sur ces sujets, peut quand même intégrer certaines low-tech dans sa vie de tous les jours et pour que justement ces innovations elles deviennent réellement utiles et réellement impactantes sur le climat, enfin sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la réduction des dépenses énergétiques. Comment tu vois ce changement ce passage à l'échelle et comment on fait pour que ça profite à tous, quoi. Et ben, là, on voulait un truc assez prospectif. C'est pour ça qu'on s'est projeté en 2040, dans 15 ans, en se disant faisons un truc un peu un concept car, un truc un peu prototype, et voyons ce qui marche pas. Et donc, il y a eu plein d'enseignements sur plein de trucs, hein, des trucs techniques, des trucs d'organisation, etc. Vraiment, ça, c'était hyper intéressant pour ça. En parallèle, on a décidé de proposer à d'autres gens de tester certaines low-tech. Donc, on a créé un programme de sciences participatives. Il y a 450 personnes qui ont participé, qui ont répondu donc il y avait 8 missions différentes sur 8 low-tech. Et comme il y en a qui ont choisi plusieurs missions, il y a eu environ 800 tests qui ont été, 800 expériences qui ont été faites pendant les mois de septembre et octobre. Il y en a par exemple qui ont testé la douche brumisante, d'autres l'élevage de grillons, d'autres la culture de champignons, d'autres la culture de plantes en bioponie, etc. Et l'idée, c'était d'avoir justement pas mal de retours différents, voir ce qui marche pas, mais aussi voir côté ergonomie, culturel, les blocages et tout ça. Et donc, on n'a pas encore traité toutes les données, mais ça nous aide à comprendre un petit peu les freins. Et moi, ce que je vois aujourd'hui comme grand frein pour, enfin, disons, comme obstacle à franchir si on veut arriver à un monde où tout le monde fait ça en 2040, il y a d'abord des freins techniques. C'est que là, l'appartement, on a tout construit par nous-mêmes. Il faudrait qu'il y ait des entreprises qui mettent ça sur le marché, que les gens puissent s'acheter les systèmes tout faits. Par exemple, la cocotte du futur, là, on l'a fabriquée par nous-mêmes. Il faudrait que ce soit dans les magasins qu'on puisse acheter un truc comme ça, quoi. Et pareil pour toutes les low-tech. Tu peux rappeler ce que c'était que le principe de la cocotte du futur? Ouais, la cocotte du futur, c'est une cocotte minute avec des résistances chauffantes qui sont en dessous, reliées à nos panneaux solaires. Et c'est hyper bien isolé. Du coup, quand tu cuis à l'eau ou à la vapeur, eh ben, ça consomme entre 5 et 10 fois moins d'énergie
qu'un système de cuisson classique. Et en plus, c'est plutôt des systèmes de cuisson qui sont bons pour la santé parce que ça cuit, tu cuis à la vapeur ou à l'eau et pas, tu fais pas frire les trucs. C'est un peu le principe de la marmite norvégienne, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux, en plus, c'était relié au cerveau où on pouvait programmer la cuisson. Et donc, tu peux, le matin, tu mets tes légumes, tes céréales, machin, dans ta cocotte. Tu programmes ta cuisson et ça va cuire dans la journée, par exemple au moment où il y a plus de soleil dans l'après-midi. Et le soir, quand tu reviens, c'est encore chaud parce qu'en fait, ça isole tellement bien que ça garde les plats chauds pendant des heures. Et ouais, il y a clairement des freins techniques dus au fait que les trucs sont pas vendus, donc il faudrait qu'il y ait des entreprises qui se mettent à les produire. Il y a quelques freins réglementaires parce qu'il y a certains trucs qui sont pas autorisés encore aujourd'hui. Et il y a des freins culturels, comme je disais par exemple pour les, les grillons comestibles. Ben ça, c'est plutôt des habitudes à changer ou des idées à repenser. Mais voilà, pour que tout ça passe à une échelle différente, il y a quand même pas mal de freins. Mais disons que le premier truc, et c'est pour ça qu'on a voulu faire une expérience prospective, ou est-ce que j'appelle un concept car, c'est qu'il manque aujourd'hui une vision de différents scénarios du futur. Et on a assez facilement la vision d'un futur très high-tech, parce que voilà, il y a un peu des gourous du high-tech qui en font la promotion. Mais le futur hyper tech à la Elon Musk, avec des satellites partout, avec des voitures automatiques, etc., c'est un imaginaire d'un scénario du futur. Et nous, on voulait créer l'imaginaire d'un autre scénario du futur parce qu'on pense qu'on est à une époque où il faut vraiment faire des choix stratégiques sur le progrès de l'humanité en général. Et donc, c'est un moment où on a besoin d'avoir face à nous euh, très concrètement ces différents embranchements. Et on trouve qu'il manque justement des représentations, des imaginaires de ces différents scénarios de futur. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pense que c'est la première étape et le premier frein, c'est ça, c'est que on sait pas. Enfin, disons que c'est une première chose à faire, c'est de créer ces imaginaires-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est très clair, ouais, ouais, c'est rendre des futurs désirables voilà, en essayant de les décrire, parce que on sait pas effectivement. On a l'impression qu'on sait déjà comment sera 2040, mais en réalité, on sait pas tellement. Ça me fait penser au travail que fait Jean-Pierre Gou. D'ailleurs, il utilise aussi le terme biosphère beaucoup dans un de ses livres. C'est un écrivain, ingénieur aussi, voilà, qui travaille sur ces imaginaires à écrire et à imaginer pour essayer d'embarquer les gens vers quelque chose de plus sobre, mais aussi de plus joyeux. Et je trouve que tu y participes aussi beaucoup avec tes expérimentations sur les low-tech. Euh, quelle solution low-tech aujourd'hui tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui pourraient utiliser dès aujourd'hui, dès demain dans leur habitat pour faire un premier pas dans ce nouveau monde que tu décris? Je pense que le truc le plus impactant et le plus facile, c'est de repenser la manière de se nourrir. Parce que via la nourriture, en fait, on peut vraiment impacter plein de choses. Il y a la consommation d'eau, par exemple, si tu manges de la viande, ça va consommer énormément d'eau, énormément de ressources, ça va émettre plus de gaz à effet de serre. Si tu manges local, et ben, ça va, enfin, aussi avoir plein d'impact. En fait, via ta nourriture, et c'est quand même pas négligeable parce que ça doit être plus de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, je crois, peut-être 20% aussi de notre budget, de nos dépenses. Enfin, la nourriture, c'est un vrai sujet qui est passionnant.
qui peut avoir des impacts positifs, du coup côté environnement, mais côté aussi finance, côté santé, etc. Enfin vraiment, et puis c'est hyper intéressant. Il y a plein de trucs à repenser dans notre alimentation. Donc ouais, je sais pas, c'est un sujet qui est sympa pour démarrer, je pense. Mm. L'alimentation low-tech. Bah après, il y a plein d'autres trucs, hein, mais difficile d'en choisir un. Et peut-être sur la partie habitat, éco-construction, est-ce que tu vois quelque chose aussi qui est facilement applicable? Eh ben, ouais, enfin, bien choisir l'isolation de son logement, ça c'est quelque chose de primordial. Bien choisir les matériaux qu'on utilise aussi pour pas qu'ils émettent de polluants, pour qu'ils soient bien recyclables en fin de vie, qu'ils soient modulables, etc. Après, dans les trucs un peu sympas à tester, là, ouais, il y a 170 personnes qui ont testé la douche brumisante et vraiment, ça a eu un petit succès. Ça, c'est facile à mettre en place. Ouais, ouais, bah, ça demande de bricoler un petit peu puisque c'est pas vendu dans le commerce, mais on a fait des tutoriels comme pour tout, hein, on fait du tutoriel. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais la fin de l'expérience, là, on est en train d'analyser toutes les données puisqu'on a eu des protocoles qui ont permis de mesurer plein de choses. Donc, il va falloir des mois pour traiter toutes les données, mais on va faire tout un rapport technique, des tutoriels, une web série pour Arte, etc. pour que n'importe qui puisse répliquer tous ces systèmes-là. Après, d'une manière générale, moi j'ai trouvé que c'est quand même un parti pris assez engagé qu'on a choisi de créer un habitat écosystème où on vivait avec des champignons, des insectes, des bactéries, enfin tout un écosystème. Et moi j'ai trouvé que c'était hyper sympa, hyper efficace, hyper vraiment le concept d'habitat écosystème, je suis complètement fan. Alors, ça fait la transition avec la question suivante. C'est une question que je pose à tous les invités. Si tout était possible, à quoi ça ressemblerait pour toi, ta maison ou ton habitat idéal? Bah, en fait, il faudrait aller plus loin dans ces recherches-là, dans cette direction-là, mais ce serait un véritable écosystème, quoi, avec plein d'espèces qui cohabitent pour justement ta production de nourriture, d'énergie, le recyclage des déchets, etc. Donc l'habitat, pour moi, idéal, c'est un habitat écosystème, mais nous, on est à un niveau tout petit par rapport à ce qu'on pourrait atteindre en fait si on allait plus loin dans les recherches. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plein d'organisations qui planchent sur ces sujets-là et qu'il y ait plein d'innovations pour pousser un peu plus loin ce concept-là. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent, peut-être pour s'inspirer sur les sujets dont tu as parlé, ou peut-être plus largement un livre qui t'a particulièrement marqué dans ton parcours? C'est marrant, tu parlais de Jean-Pierre Goude tout à l'heure. J'ai commencé son livre La petite princesse de sa trilogie là, Siècle bleu, si je me trompe pas. Donc je peux pas encore le recommander, mais ça a l'air très bien. Révolution bleue. Révolution de bleu, pardon. Et sinon, c'est pas vraiment un livre, mais c'est des lectures qui m'ont passionné. C'est tout simplement des articles Wikipédia sur sur toutes ces espèces vivantes en fait qui nous entourent dans la biosphère urbaine, que ce soit les grillons, les champignons, les plantes. En fait, t'as plein de trucs à apprendre. Alors c'est pas un bouquin Wikipédia, mais on a tellement de connaissances à acquérir sur plein de choses. Aussi essentiel que comment, je sais pas, quel est le cycle d'une larve, d'une mouche, quel est le cycle d'une plante, quel est tout ça. Donc, ouais, je pense plutôt que de lire un polar, quelquefois, lire un article sur comment est-ce que vit une mouche, je trouve ça aussi passionnant. Et j'en profite pour montrer aussi, parce que toi, tu as écrit aussi deux livres, et tu en parlais tout à l'heure, j'ai celui-là à côté de moi, Nomade des mers. Donc, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est le tour du monde des innovations low-tech notamment. Et
ça raconte voilà, une des expériences que tu as pu faire précédemment sur ces sujets des low-tech. Donc j'invite les personnes qui veulent en savoir plus aussi à découvrir ce livre. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Ma biosphère aussi, où voilà, tu décris ces expériences passées. Est-ce que tu as aussi une citation, peut-être un mantra qui te vient souvent à l'esprit, qui t'inspire aussi, qui t'aide à mener ces différentes aventures avec gaieté et joie comme tu le fais à chaque fois? Eh ben, il y a une citation qui a été longtemps une référence pour moi, c'est de Saint-Exupéry. C'est la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. J'adore. Merci Corentin. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur l'expérience que vous venez de mener? Je crois qu'il y a une exposition aussi qui est prévue ou qui est en cours sur la biosphère urbaine. Où est-ce qu'on oriente les personnes? Et ben, pour tout ce qui est tutoriel, c'est sur le wiki du Lowtech Lab. Donc, sur lowtechlab.org, il y a tout un wiki avec tous les tutoriels de chacune des low-tech. Donc, ça, c'est technique. Après, nous, on poste des trucs sur les réseaux sociaux, sur la biosphère urbaine. Donc, il y a par exemple le compte Instagram biosphère.expérience, où on met toutes les semaines une petite vidéo sur un des systèmes qu'on a utilisé pendant l'expérience. Et puis, il va falloir attendre plusieurs mois, mais il y aura une web série qu'on fait avec Arte, qui raconte toute l'expérience, et puis un rapport technique qui va dire tout ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, vraiment tout le débrief assez poussé. Et oui, potentiellement une exposition à Boulogne-Billancourt, on est en train de voir ça avec la ville. Ok, mais je mettrai tous les liens des ressources dont tu as parlé, et puis des différents sites aussi du Lowtech Lab, et puis plus tard vers la web série quand elle sera en ligne. Dans les notes de l'épisode, que ce soit sur le site lacaserobinson.fr ou sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup Corentin pour cet échange, pour ce partage, et puis bravo pour cette mise en avant des low-tech et puis ces expérimentations qui cherchent à réinventer un petit peu un monde qui est parfois un peu ankylosé effectivement, comme tu le citais, dans une direction qu'on a l'impression de pas trop avoir choisie. Et puis tu le fais toujours avec humour en plus, et aussi beaucoup d'ingéniosité et d'expertise technique, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Donc bravo à toi, bravo aussi à Caroline qui t'a accompagné dans l'expérience. Et puis je te dis à bientôt et je te souhaite le meilleur pour la prochaine. Merci François-Xavier. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitats plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.